je vous fais une vidéo parce que j'ai remarqué un truc, c'est que ces deux formules que j'ai écrites, elles se ressemblent quand même beaucoup. Il y en a une qui est celle qu'on apprend au lycée normalement, qui est la formule du binôme de Newton, donc a plus b puissance n. Donc au collège on apprend a plus b carré, on voit que ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Mais au lycée on apprend pas forcément au carré mais puissance n, et a plus b puissance n en fait c'est des sommes de a puissance k fois b puissance n moins k, pour k allant de 0 à n, et devant, il y a un coefficient binomial. Et si on fait la même chose, donc ça on apprend en prépa, la deuxième ligne, en prépa, on voit que f fois g, donc là c'est un fois ici, le tout dérivé n fois, donc je dérive, je dérive, je dérive, et je fais ça n fois, et ben c'est égal, encore une fois, à une somme de f, d'ailleurs là c'est pas un f, c'est un g ici, de f dérivé k fois g dérivé n moins k fois. Et on retrouve le même coefficient binomial, k parmi n, devant chaque terme de la somme. Donc pourquoi on a ça? En fait, c'est pas clair qu'on a ça. Je viens de vous faire comprendre que c'est vraiment pas clair. Il n'y a pas de lien vraiment entre a plus b puissance n et f fois g dérivé n fois. Et pour ça, on va essayer d'en trouver un. On a deux formules, mais on ne sait pas le lien qu'il y a entre elles. Et il y a bien un lien, parce que sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Et donc cette vidéo, elle va avoir pour but de vous expliquer le lien qu'il y a entre ces deux formules et comment justement on peut prouver cette formule-là. Parce que je crois que dans la majorité des cours de prépa, on prouve cette formule-là en, en faisant une récurrence. Et moi, j'aime pas trop les récurrences parce que dans les récurrences, en général, sauf si c'est vous qui l'avez imaginé, si on vous dit de faire une récurrence, vous savez pas trop ce qui se passe. Vous appliquez aveuglement la récurrence et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment essayé de vous faire comprendre ce qui se passe dans cette récurrence. Et même, on pourra ne même pas faire de récurrence en fait. Ça va marcher tout seul. Ça va aussi bien marcher que cette formule. En fait, cette formule, on peut la prouver avec une récurrence. Mais encore une fois, si on la prouve avec une récurrence, on va utiliser la formule de Pascal, je crois, dans la récurrence, mais on va pas trop savoir ce qui se passe. Moi, je peux exactement vous dire ce qui se passe avec cette formule. En fait, a plus b puissance n, c'est, si on prend a et b des réels, c'est a plus b fois a plus b, etc. fois a plus b, et il y a n termes, donc ça vous le savez. Mais la propriété qu'on va utiliser, c'est le fait que on ait la distributivité et même la double distributivité, et même pardon, la double distributivité. C'est-à-dire que c'est distributif à gauche et à droite. Ce qui fait, bon là je vous refais votre cours de collège, que non seulement je peux distribuer tout ça vers la gauche, donc ça me donnerait, non c'est plutôt vers la droite que j'ai fait, vu que ça c'est un bloc et je le distribue. Ouais, bon, enfin ça n'a pas d'importance. Bon, je peux dire que c'est égal à ça, voilà. Et ensuite, je peux distribuer dans l'autre sens en fait. Et ça, c'est pas hyper clair qu'on puisse faire ça. Et donc, ça me fait AB plus BA plus B au carré. Et l'autre propriété qu'on va utiliser, c'est le fait que A et BA, c'est la même chose. C'est évident dans les réels, mais dans d'autres espaces, c'est pas si évident. Mais là, on peut l'utiliser. Et donc, on a le cas n égale 2 de notre binôme de Newton. Alors, pourquoi je peux étendre ça à un cas quelconque? Et ben, on fait tout simplement la même chose en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais si j'enlève cette ligne, là en gros ce que j'ai lu, c'est que j'ai toutes les façons de faire un mot avec A et B. Parce que je choisis la première lettre ici, et je choisis la première lettre ici. Donc le premier mot que j'ai pu former c'est AA, donc A carré. Le deuxième mot c'est AB. Le troisième mot c'est BA. Et le dernier mot c'est B fois B, donc BB. C'est tous les mots que je peux former avec A et B. Mais ça, je peux le généraliser. Si je rajoute encore un A plus B devant mes deux A plus B, donc ça va me faire A plus B puissance 3. Et donc, même chose, j'aurai A plus B. Bon, on a déjà calculé ça. Ça me fait ceci. Donc AA, AB, BA et BB. Et là, on voit que quand on en a trois, c'est le nombre de mots que je peux former avec AB, mais le nombre de mots de trois lettres. Donc il y aura A, il y aura A, B, il y aura aussi bon, vous avez compris, c'est le nombre de mots. Par exemple, n'importe quel mot, etc.
Et à la fin, on va finir par distribuer le B sur le BBA, voilà. Et à la fin, on aura BBB, ce qui fait B au cube. Et n'importe quel mot, par exemple, si je prends un mot au hasard, par exemple, je prends A, je prends B et je prends A, et ben, il sera dans ce truc. Donc, peut-être qu'il sera dans les trois petits points, peut-être qu'il sera ailleurs. Bon, là, je l'ai pas écrit, mais il est dans les trois petits points. Par exemple, si je distribue, donc c'est un A d'abord, donc je prends le A ici, je le distribue sur le B ici, qu'il y a ici, et ça me fait ABA. Donc, tous les mots formés de A et de B sont dans le développement de cette double distributivité. Enfin, tous les mots formés de trois lettres sont dans le développement de ce produit à trois facteurs. Et avec n, eh ben, vous aurez compris, avec n c'est la même chose. Donc je vais tout effacer et on va le faire avec n. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec n? Eh ben, c'est la même chose que pour 3 et que pour 2. Ça va être, je peux distribuer autant de fois que je veux sur ces n facteurs. Encore en utilisant la propriété de distributivité. Ce qui fait que là, je peux avoir tous les mots possibles qui font n lettres. Donc par exemple, je peux avoir que des A, à la fin j'aurai que des B, donc NB, mais je peux aussi avoir un mot qui fait A, donc là j'aurai trois petits points, mais je peux avoir aussi un mot qui fait A, B, AB, B, A, etc. La seule contrainte, c'est qu'il est n lettres. Et bien sûr, on va pouvoir regrouper parce que c'est commutatif. Donc on va pouvoir mettre tous les B d'un côté et tous les A de l'autre. Parce que c'est commutatif. Parce que A fois B, c'est égal à B fois A. Et on utilise cette propriété. Mais il faut bien se rendre compte qu'on utilise cette propriété. Il ne faut pas le faire à l'aveugle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre tous les A d'un côté. Donc là, j'aurai A n fois. Et tous les mots. Et là, je vais écrire tous les mots qui ont un seul B dans leur nombre de mots. Donc ça veut dire que, mais cette fois-ci, je l'ai réécrit en mettant le B tout à gauche, tout à droite. Donc je vais l'écrire plein de fois, ce mot-là. Parce qu'il y en a combien de mots qui ont un B dedans? Eh ben, des mots avec un B dedans, il y en a exactement n, parce que le B, il peut être à la première place, il peut être à la deuxième place, il peut être à la troisième place, etc. Il peut être n à n places différentes. Donc, si je réécris toutes les fois les mots avec un B dedans, il y en a n. Donc, ce qui fait que je vais écrire n fois ce truc. Et ce truc, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à A multiplié par lui-même n moins une fois, euh, et fois B à la fin. Et ça, A multiplié par lui-même n fois, ça fait A puissance n. Ensuite, j'ai A puissance n-1 fois B, donc c'est tous les trucs que j'ai écrits ici. Et j'en avais combien? J'en avais n. Donc j'ai écrit un n ici. Maintenant, il faut que je mette les A, les mots où il y a deux B. Donc combien j'en ai de mots où il y a deux B? Et bien là, c'est plus compliqué. En fait, il faut que je trouve le nombre de mots, le nombre de façons qu'il est possible de mettre deux B dans une chaîne de A. Donc, par exemple, là, on va le faire avec 4, par exemple. Le nombre de façons possibles qu'il y a de mettre euh, le nombre de façons possibles qu'il y a de mettre 2B dans une chaîne de 4A. Donc j'ai une chaîne de 4A et je remplace 2A par DB. Donc là je remplace les 2A finaux par DB. Je peux aussi remplacer les 2A initiaux par DB. Je peux aussi mettre un B comme ça. Je peux aussi mettre les B ici. Et normalement il y en a 6 des façons de faire. Donc là je vous ai mis les 6 façons de faire pour mettre 2B dans une chaîne euh, de, euh, de 4A. Et en fait, ça, c'est l'équivalent de choisir combien de possibilités on peut choisir 2 parmi 4 possibilités. Et on note ça 2 parmi 4. 2 parmi 4, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir instantanément 2 objets parmi 4. Et ça se généralise. Donc, pour mettre 2b dans une chaîne de NA, donc ce qui va me faire A puissance n-2 fois b carré, ça, il y a 2 parmi n façons de le faire. Etc. Et après ça, on a la technique. Donc là, il va falloir prendre 3B, un mot de 3B. Donc combien il y a de mots avec 3B dedans? Donc c'est le nombre de façons de remplacer 3A, donc de choisir 3A pour les remplacer par des B. Il y en a n parmi 3, 3 parmi n, pardon, façon de faire. Donc ce sera n A puissance n-3 fois B puissance 3, etc. Et en disant ça, en fait, en disant, en parlant comme ça,
J'ai prouvé la formule du binôme sans avoir eu à faire la moindre récurrence. Bien sûr, le dernier terme, ce sera le nombre de façons qu'il y a de mettre NB dans une chaîne de A, donc de tous les remplacer par A, enfin de tous les remplacer par B. Il y a une seule façon de le faire, donc je mets N parmi N, et N parmi N, comme il y a une seule façon de le faire, N parmi N, ça fait 1. C'est pour ça que j'ai pas besoin de le mettre. Mais là, comme ça, j'ai prouvé la formule du binôme sans avoir eu besoin de faire de récurrence. Et là, on a bien vu ce qui se passait. Parce qu'en faisant une récurrence, on peut le faire à l'aveugle, mais on ne voit pas ce qui se passe. Et bien sûr, là, j'ai mis n, mais n, c'est n parmi 1. Combien il y a de possibilités de choisir un objet parmi n? Bah, il y en a n. Vous choisissez l'objet que vous voulez. Et là, on a la formule du binôme de Newton. Et je veux bien qu'on se rende compte de ce qu'on a utilisé pour prouver cette formule. On a juste utilisé la double distributivité qu'on a utilisée ici, et on a utilisé la commutativité qu'on a utilisée pour regrouper les termes en fonction du nombre de B qui allait dedans, ou du nombre de A, c'est équivalent. Et ça, la distributivité et la commutativité, il n'y a pas que dans les nombres réels qu'on a ça. On a aussi ça dans les nombres complexes, par exemple. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a aussi ça pour la composition des endomorphismes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? C'est tout simplement une application vectorielle d'un espace vers lui-même. Par exemple, si je prends U, un endomorphisme, c'est juste une application, donc une fonction, qui vérifie que pour tout x, lambda et mu, avec mu et lambda c'est des scalaires, donc par exemple des réels, et x et y c'est des vecteurs, donc par exemple un vecteur de deux composantes, donc par exemple 1, 3 c'est un vecteur, 4, 5 c'est un vecteur. En gros les vecteurs c'est comme des flèches, quoi, que vous avez appris au lycée. Et ben, la propriété que doit vérifier un endomorphisme, c'est juste celle-là. Si une application vérifie ça, c'est un endomorphisme. Donc mu, u, y. En gros, je peux faire sortir les scalaires à l'extérieur de. Je peux faire sortir le plus à l'extérieur du u et les scalaires à l'extérieur du u. C'est juste ça. Et on voit que si on a. Et nous, ce qu'on s'intéresse à comme loi, donc là, on a vu que la loi qui nous intéressait, en fait, c'était la multiplication. Parce que quand j'écrivais A, N fois, en fait, c'est des fois que j'avais mis ici, mais je les ai pas mis. Là, ce qui va nous intéresser, ce ne sera pas la multiplication entre endomorphismes, parce que ça n'a pas trop de sens de multiplier des endomorphismes. Ce qui va nous intéresser, c'est la composition. La composition, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, si maintenant j'ai V un endomorphisme, bah V rond U, c'est la composition de U et V. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'application qui a tout X. Donc c'est toujours une application linéaire, mais à tout X, elle associe I, V de U de X. Voilà. En gros, on associe d'abord U, et puis on prend le résultat, qui, comme c'est un endomorphisme, est dans le même espace vectoriel, et ce qu'on fait, c'est qu'on lui réapplique V. Et ça, cette composition, ça agit comme une multiplication dans le sens où c'est distributif et c'est parfois commutatif, mais là il faut faire attention. C'est pas tout le temps commutatif, mais parfois c'est commutatif si on prend les bons endomorphismes. Alors pourquoi c'est distributif? Tout simplement parce que V rond U plus V plus W, voilà, je m'en prends deux maintenant, V rond U plus W, si j'applique ça, si j'applique cette fonction à X, ça me donne la même chose que V rond U plus VW. Pourquoi? Parce que ça c'est V de U X plus WX. La fonction U plus W, c'est la fonction qui a X associé UX plus WX. Et ça, je peux, comme c'est un endomorphisme, je peux séparer. C'est VU de X plus W, non, VW, W de X. Ce qui fait que les fonctions V rond U plus W et V rond U plus V rond W font la même chose. Maintenant, il faut vous montrer que c'est distributif à droite. Donc j'ai montré que c'était distributif à gauche. Ça veut dire que je peux distribuer comme ça à gauche. Parce que je peux dire que V rond U plus W, c'est la même chose que V rond U plus V rond W. Mais maintenant, il faut montrer que c'est distributif à droite. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus facile. Parce que, en fait, c'est le cas pour toutes les fonctions. C'est même pas le cas juste pour les fonctions linéaires. C'est le cas pour absolument toutes les fonctions. Par exemple, si j'ai V plus W rond V de X, et bien ça, en fait,
c'est la même chose que de dire que c'est... Ouais, en fait, c'est u plus w, donc la fonction u plus w appliquée en vx. Et la fonction u plus w, c'est la fonction qui a x associé ux plus wx. Bon là, c'est pas x, c'est vx. Et ben c'est la même chose. C'est u vx plus wvx. Et on voit que donc c'est distributif à droite. La fonction u plus w rond v, c'est la même chose que la fonction u rond v plus w rond v. Ce qui fait que c'est aussi distributif à droite. Et ben, c'est parfait. Parce que là, on a presque toutes les conditions qui nous permettent de faire le binôme de Newton. Il nous manque juste la commutativité. Par exemple, si maintenant j'ai u plus v puissance n, et ben ça va être égal à u plus v fois u, rond, pardon, u plus v, rond, etc., rond, u plus v. Ah oui, u plus v puissance n, ça ne veut pas dire u plus v fois u plus v. Parce que dans un espace vectoriel, en fait, on ne sait pas ce que c'est que la multiplication. Par exemple, un espace vectoriel, ça peut être l'espace des vecteurs de dimension 2. Et comment on multiplie deux vecteurs de dimension 2 pour donner un troisième vecteur? Ça, on ne sait pas trop comment le faire. Bon, on peut essayer de se trouver des fonctions comme le produit vectoriel, mais c'est pas vraiment très naturel dans un espace vectoriel. Quand on écrit puissance n dans un espace vectoriel pour des endomorphismes, ça veut juste dire qu'on compose. Par exemple, u carré, c'est u rond u. Et donc u carré de x, c'est pas ux fois ux, c'est u rond, u rond ux ou u de x. C'est juste ça. Et si on fait 3, et ben c'est la même chose, sauf que c'est u rond u rond u. Ok, et le faire n fois, c'est ça. Et comme on a vu qu'on avait la distributivité à gauche et à droite, et que donc ça va se comporter de la même manière que les réels. On va pouvoir passer de cette ligne à cette ligne. Donc ça, c'est la somme de tous les mots qui contiennent u et v. Bien sûr, là j'écris les ronds, mais je peux aussi ne plus écrire les ronds, et on se comprendra. Parce que par exemple, u rond, u rond, u rond, u, c'est la même chose que u, 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 u. Comme quand on fait des multiplications, on n'écrit plus les multiplications. Euh, et donc maintenant, c'est tous les mots qui contiennent des u et des v, et qui contiennent n lettres. Et à la fin, là je mets des trois petits points, et à la fin on aura v rond, v rond, v, ou v, 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 ou v puissance n. Alors, est-ce que maintenant on peut passer à la ligne suivante? Eh bien, pas forcément. En fait, pour passer à la ligne suivante, il va nous falloir une propriété. Il va nous falloir vérifier que UV égale VU. Ça, c'est pas tout le temps le cas. Il y a beaucoup de fonctions qui ne vérifient pas cette propriété, en particulier des endomorphismes. Par exemple, la fonction 2x, f de x égale 2x, et la fonction qui associe gx à x plus 1, et bien si je fais f rond g, ça va pas être la même chose que g rond f. Je vous invite à le vérifier. Donc c'est pas tout le temps le cas, mais il arrive que ce soit le cas. Par exemple, si je prends g de x égale x plus 1 et f de x égale x plus 2, là, g rond x, ça fera x plus 3, et f rond g, ça fera x plus 3 aussi. Donc là, ça passe. C'est pas tout le temps le cas, mais si on a cette propriété-là qui est vérifiée, donc on dit que u et v commutent, et bien là, je peux faire la même chose que j'ai fait avec les réels, je peux les regrouper en fonction du nombre de lettres qu'ils ont. Donc je regroupe ceux qui ont 0 fois la lettre U, enfin 0 fois la lettre V, ceux qui ont une fois la lettre U, non, une fois la lettre V, donc il y en a n parmi 1, et ils valent n puissance moins 1 fois V. Je regroupe ceux qui ont 2 fois la lettre V, etc. Je fais exactement la même chose. Et ensuite on aura n-1 parmi n qui ont Vn-1, enfin n-1 fois la lettre V. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais si on a n-1 fois la lettre V, et bien évidemment, ce qui reste, ce sera une fois la lettre U. Et n parmi n, donc ça fait 1, et n parmi n-1, ça fait n, parce que le nombre de façons de choisir n-1, c'est le nombre,
c'est le nombre de façons de choisir celui qu'on n'est pas. Donc il y en a n façons. Et donc, on a ça. Et on a la formule du binôme de Newton. Donc ce qu'on a prouvé, c'est que quand ils commutent, c'est très important, quand deux endomorphismes commutent, sinon ça ne marche pas, on a la formule du binôme de Newton pour les endomorphismes. Et c'est ça qui va nous permettre de prouver, euh, de prouver cette égalité-là. Donc maintenant qu'on a bien posé les bases, on va prouver cette formule. Donc qu'est-ce qu'on sait déjà? Eh ben, on sait que si j'ai un endomorphisme U et un endomorphisme V qui commutent, c'est très important qu'ils commutent. Donc, si j'ai un espace vectoriel E et que dans cet espace vectoriel j'ai deux endomorphismes qui commutent, donc soit UV appartenant à LE tel que U rond V égale V rond U, alors on a le binôme de Newton, mais cette fois-ci avec des endomorphismes, et le puissance n veut dire qu'on le compose n fois. Donc k allant de 0 à n, enfin oui, à n de k parmi n, U puissance k, V puissance n-k. Voilà, donc en fait il faut trouver un espace vectoriel et deux endomorphismes tels que ça puisse nous permettre de prouver cette formule-là. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on peut se dire, ok, U puissance k, ça ressemble beaucoup à fk dérivé f dérivé k fois. Donc on pourrait essayer de prendre l'endomorphisme de dérivation. Mais en fait, pas trop, parce que en fait, ce qu'on va essayer de dériver, c'est ça. Et ça, c'est un produit. Et les produits dans les espaces vectoriels, ça se comporte pas très bien. Parce que les espaces vectoriels, c'est pas fait pour faire des produits, c'est fait pour multiplier par des scalaires et pour faire des combinaisons linéaires, du coup. Et dans ça, il y a pas des produits entre deux éléments du même espace vectoriel. Donc on va pas prendre les fonctions pour notre espace vectoriel. Ce qu'on va prendre, c'est un autre espace vectoriel. Donc je vous laisse un petit peu chercher pour savoir comment, à partir de cette formule, je peux prouver ça. C'est un peu compliqué, mais si vous vous posez quelques minutes, vous allez trouver. Moi, je pense que j'ai trouvé ouais, au bout d'une trentaine de minutes, je crois. Et d'ailleurs, ce que je vais vous donner, je l'ai pas vu ailleurs, donc peut-être que bon, ça a sans doute déjà été fait, mais ce que vous voyez, c'est un peu une exclusivité. Donc profitez bien, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et pourquoi ça marche. Alors l'idée, c'est de dire que f fois g, je peux le représenter dans un tableau en fait. Un tableau, je peux dire que f fois g c'est égal à f fois g, donc ça c'est pas très révolutionnaire, mais ça je peux le mettre dans un tableau. Et le tableau, les colonnes ça va être des g, g', g seconde, etc. Et en ligne, ça va être f, f', f seconde, etc. Voilà. Donc là il y aura f puissance 4 du coup. En gros c'est un tableau de dimension infinie. Donc en gros, je représente ma fonction fg par un 1 ici et des 0 ailleurs. Pour dire, il n'y a que fg. Il n'y a pas de f'g'. Par exemple, si j'avais mis 1, 1 ici, ça aurait été fg plus f'g. Vous allez comprendre quand je vais dériver. Maintenant, je dérive. Donc, je dérive f fois g. Donc, comment on dérive un produit? Donc, ça, normalement, vous savez le faire. Mais d'abord, je dérive ceci. Je dérive le premier facteur du produit, f'g. Et ensuite, à la ligne, je dérive les deuxièmes facteurs des produits. Bon, là, ça n'a pas trop de sens d'aller à la ligne, mais quand il y aura plus de termes, on verra l'intérêt d'aller à la ligne. Et quand j'ai dérivé f'g, ce que j'ai, c'est que j'ai plus 0 ici, enfin, j'ai plus un 1 ici, à la place, j'ai un 0. Donc, j'ai un 0 ici et un 1 ici, parce que j'ai f'g. Le reste, c'est des 0. Quand j'écris rien, ça veut dire que c'est des 0. Par exemple, là, il y a un 0, mais je vais pas écrire des 0 partout, ça va prendre du temps. Et ça, je le représente par quel tableau? Et ben, vous l'aurez compris, c'est le tableau avec un 0 ici, et en face de G', je mets un 1, entre F et G'. Ce qui fait que ce tableau-là représente le F de G'. Et si j'additionne ces deux tableaux ensemble, donc comme des matrices ou comme des fonctions, et ben, ça me donne bien la représentation de FG'. Ça me met un 0 là,
1 ici, 1 ici, et le reste c'est des zéros. Et ça, c'est bien la représentation de fg'. Fg' qui est égal à une fois f'g que l'on voit ici, parce qu'il y a f' et là il y a g, plus une fois fg' que l'on voit ici. Voilà, et ça, ce process, on va pouvoir le continuer. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je copie ça, et je vais dériver ça encore une fois. Et là, la technique de on dérive d'abord à gauche, et puis on dérive à droite, ça va prendre tout son sens. Parce que là, il commence à y avoir plein de termes, et ça va prendre tout son terme. Donc je redérive, donc ça me fait la dérivée seconde, et la première ligne, je vais dériver les termes de gauche, enfin les facteurs de gauche dans les produits. Donc f' ça devient f seconde, f ça devient f', et à la ligne suivante, je fais plus, et là je développe le g'. Tout ça c'est pour vous montrer comment ça se passe. Une fois que j'aurai formalisé, ça va nous prendre 2 secondes de prouver la formule. Ok, et là ce qu'on peut voir, c'est que là, la matrice de cette ligne, ah oui, en fait, pour bien voir la matrice de cette ligne, ce que je peux faire, c'est prendre cette matrice-là. Donc ça, c'est la matrice de l'ancienne, ou le tableau, ou je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, ça n'a pas spécialement de... C'est pas un truc qu'on utilise souvent en mathématiques, les matrices infinies, mais on a le droit de les utiliser, on dit juste que c'est des fonctions. En fait, une matrice, c'est juste une fonction d'un certain espace de n carré. Donc, et un espace borné de n carré. Et ben là, c'est la même chose. Sauf que c'est pas borné, mais à un moment donné, ça devient nul. C'est juste ça la contrainte. Euh, et donc, comment j'ai le codage de ça en tableau? Et bien tout simplement, je prends, bah, je dis qu'en f seconde, il y a un seul truc, en f', il y en a 0, et en f, il y en a 0 aussi. Donc ça me fait 0, 0, 1, et lui, c'est, bah pareil, c'est f', mais il faut le mettre en face de g', donc c'est 0, 1. Et on se rend compte qu'en fait, ce tableau-là, donc le tableau de ce codage-là, et ben, c'est le tableau précédent, mais décalé une fois vers le bas. Et décalé une fois vers le bas, c'est un endomorphisme, justement. Regardez, ça, c'est la même chose que ça. C'est juste que je l'ai décalé vers le bas et j'ai mis une ligne de 0 en haut. Et ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est presque la même chose. C'est juste que, au lieu de le décaler vers le bas, je le décale vers la droite. En effet, f'g', c'est f'g', c'est bon, c'est la même chose, donc c'est 0, 0, 1. Donc là, le 1 est en f'g', et fg seconde, c'est le 1 ici. Et le reste, c'est des 0. Et on voit que j'ai pris ceci, et je l'ai décalé vers la droite, pour avoir ceci. Et ensuite, on additionne les deux pour avoir f, fg, c'est égal à quoi sous forme de tableau. Et une fois qu'on a le tableau, eh ben on sait comment passer d'un tableau à une fonction. On multiplie chaque cellule par le f, f', g', enfin le f dérivé k fois et le g dérivé l fois associé. Donc là, j'additionne ces deux trucs. Donc j'additionne ça plus ça. Donc on voit que ici c'est 1 plus 0, donc ça fait 1. En haut il y a 2 zéros. Là il y a 1 et là il y a 1, donc ça fait 2. Et là il y a 1 et là il y a 1. Non, là il y a 0, donc ça fait 1. Et voilà, et donc ça nous permet d'avoir... Bon, j'aurais pu le calculer directement ici, hein, parce que j'aurais eu une fois de ça, deux fois de ça, et une fois de ça. Mais là je le calcule, je peux le calculer en regardant ça. Donc ça me donne tout simplement euh, f f seconde g plus 2, puisqu'il y a un 2, f prime g prime. En gros, je peux aller du tableau aux fonctions et aller des fonctions au tableau autant que je veux. Voilà, ça nous donne ça. Et vous l'aurez compris, pour fg dérivé 3 fois, et ben on va faire exactement la même chose. Donc ce que je fais, en fait, ce que je fais, c'est que la première ligne, je dérive. En fait, je vais même pas écrire. Je vais même pas écrire les fonctions, je vais juste écrire le résultat. La première ligne, ce que je fais, sous forme d'un tableau, qu'est-ce que je fais? Je prends ceci et je dérive tous les f. Je dérive tous les f parce que je dérive tout ce qu'il y a à gauche. Et à gauche, il n'y a que des f. Donc en gros, quand je dérive un f, je, je fais passer de f seconde à f tierce, par exemple.
Donc celui-là, je le fais descendre de 1, celui-là, je le fais descendre de 1, et celui-là, je le fais descendre de 1. Donc la première ligne que je vais écrire, en dérivant tout ce qu'il y a à gauche, ce sera ça descendu de 1. Donc ce sera 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0. Et le reste, c'est des zéros. Quand j'écris 1, c'est des zéros. Et la deuxième ligne, c'est la même chose, sauf que je dérive G. Mais comme là, on a G, là, on a G', et là, on a G seconde, et ben celui-là, si je dérive juste G, et ben il va atterrir ici. Donc c'est la même chose, sauf que au lieu d'aller vers le bas, je vais vers la droite. Donc ça va être plus cette matrice, mais au lieu d'aller vers le bas, je fais une ligne de 0 et je décale vers la droite. Ça fait 0, 0, 1, 2, 1. Voilà, on additionne ces deux matrices, et c'est très facile, hein. Là, on additionne 1 et 0, ça nous fait donc tout ça c'est égal, donc 1 plus 0 ça fait 1. Donc là on a un 0 et 1 ça fait 1. Là 1 plus 2 ça fait 3. 1 plus 2 ça fait 3. Donc j'aurai 2 3 ici. Et on reconnaît les coefficients binomiaux. Voilà, et donc j'ai la représentation en termes de tableau de ma matrice. Donc fg, enfin de mes fonctions. Donc fg tierce, là je dis que là on a f tierce, là on a, oula, j'ai trop vite recopié, là on a un 0 en plus. Voilà, oui, sinon c'est pas aligné. Normalement, c'est aligné. Donc là, on a f tierce. Donc ça, le 1, il est pour f tierce g. Donc f tierce g. Plus le 3, il est pour f seconde g'. Le 3 autre, il est pour f' g seconde. Et le 1, il est pour g tierce. Et voilà. Et f, bien sûr, on n'oublie pas le f. Et voilà. Et ce process, on peut le répéter à l'infini. Et vous allez comprendre maintenant l'endomorphisme U que je vais poser et l'endomorphisme V que je vais poser. Et ben c'est tout simplement U, ça va être l'endomorphisme qui a un tableau. Donc si vous voulez, U, ça va être l'endomorphisme qui a un tableau va associer le tableau décalé vers le bas. Et V, ça va être un endomorphisme qui a un tableau va associer le tableau décalé vers la droite. Alors, si vous voulez plus de rigueur, l'espace, on peut prendre, parce qu'il faut toujours prendre un espace vectoriel. Vous l'aurez compris, l'espace vectoriel que je vais prendre, c'est l'espace vectoriel des tableaux. Mais c'est pas très précis défini comme ça. Donc les tableaux, je vais dire que l'espace vectoriel des tableaux, c'est l'espace vectoriel des fonctions que je vais appeler. Comment je pourrais l'appeler la fonction? Je pourrais les appeler phi. Donc phi, c'est un peu des suites, mais l'ensemble de départ, c'est pas n, c'est n carré. Donc phi, des fonctions phi de n carré dans l'espace que vous voulez, hein. Donc là, on était dans les complexes ou dans les réels. Donc vous mettez k, un espace quelconque. Enfin réel ou complexe, en tout cas, ce sera plus simple. Et à mn, ça associe une fonction. Et à mn, ça associe phi de mn, par exemple. Voilà, c'est juste une fonction. C'est juste une fonction. Mais il y a un petit détail près, c'est qu'on aimerait bien faire en sorte. Enfin, il y a même pas besoin de faire ça, hein. Il y a même pas besoin de faire en sorte qu'elle soit nulle à partir d'un certain rang. Parce qu'on va juste traiter des fonctions comme ça, nulles à partir d'un certain rang, mais l'espace E, il est très bien défini comme ça. C'est un espace vectoriel comme ça, c'est un espace de fonction. Vous savez que les espaces de fonction, ce sont des espaces vectoriels. Donc, à partir de là, il y a rien à faire. Donc voilà notre espace, si vous voulez de la rigueur. Notre endomorphisme, ça va être, donc, ah oui, la fonction phi. La fonction phi, je peux la représenter comme ça, hein. Je peux la représenter sous forme de A11, A21. Attends, est-ce que j'ai bien dit? Non. Ça, c'est A12, parce que c'est les lignes. A21, voilà, je peux la représenter comme ça, etc., etc., etc. En disant que AIJ, c'est tout simplement phi de IJ. Voilà. C'est une manière de représenter c'est la manière de représenter une fonction. C'est comme une suite, vous pouvez très bien dire qu'une suite U, je peux la représenter comme ça, comme U0, U1. Et ben, c'est la même chose, sauf que là, c'est pas une suite de n, c'est une suite en 2D, c'est une suite de n carré. Voilà. Et donc, les endomorphismes de E, je peux les représenter en utilisant cette notation-là que je viens d'encadrer. Ok, donc l'endomorphisme U, c'est un endomorphisme, donc ça veut dire que c'est linéaire. Je vous laisserai vérifier que c'est linéaire, c'est pas spécialement le but de l'exercice, même s'il faudrait vérifier que c'est linéaire. L'endomorphisme U, c'est l'endomorphisme qui prend un tableau dans E, donc A1, A11, A22, non, A12, etc. Et là, on a A21, là on a A22, etc., etc.
Donc cet endomorphisme, il prend un tableau de E, et il renvoie un tableau de E, mais cette fois-ci, il est shifté. Donc, je vais le mettre comme ça. Bien sûr, je mets une parenthèse là, mais ça s'arrête jamais, hein. C'est juste pour parce que j'ai pas une place infinie sur mon écran. Et donc U, on va dire que c'est celui qui fait descendre l'endomorphisme. Donc U, 0, 0, et on le fait descendre juste l'endomorphisme. Voilà. A2, A1, décidément. A1, 2, A2, 1, A2, 2. Ok, et bien ça c'est U. Donc voilà, c'est bien l'endomorphisme. Et donc on va faire la même chose avec V. Et donc E dans E. Et cette fois-ci, ce ne sera pas l'endomorphisme qui va faire descendre, ce sera l'endomorphisme qui va aller à droite. Donc A1, tableau. Encore une fois, tableau et application de n carré dans K, je dis que c'est la même chose. Bien sûr, j'ai confondu. 1, 2, 2, 2, et le reste c'est etc. Ça, ça associe, on shift tout à droite. Donc quand je mets 0, barre 0, ça veut dire que c'est que des zéros. C'est une notation en mathématiques. 1, 2, 1, etc. 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 Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le tableau 1, 0, 0, 0, 0, 0, voilà, avec des zéros partout, je vais pas tous les écrire, parce qu'il y en aurait une infinité, ça me prendrait quand même pas mal de temps. Mais celui-là, eh bien, il y aura une application linéaire qui va l'amener sur FG. Bon, l'application linéaire, en fait, elle n'est pas très bien définie, parce que pour bien la définir, j'aurais dû, euh, j'aurais dû prendre pour eux l'espace qui est des fonctions qui sont nulles à partir d'un certain rang. C'est les fonctions pour lesquelles il existe un certain cran à partir de quand, si le max de m et n le dépasse, et ben c'est 0. Et dans ce cas-là, on aurait pu bien définir la fonction qui a une matrice comme ça associe son équivalent en fonction, et son équivalent en fonction, ça aurait été tout simplement un endomorphisme, donc que j'aurais pu appeler psi par exemple, et psi, ça aurait associé à un tableau A1, 1, A2, 1, etc. Là, ça aurait associé la somme des f, i, euh, GI des AIJ. Voilà, c'est juste ça. Et ça, c'est une application linéaire. C'est une application linéaire parce que F et G sont fixés. Et là, il y a des trois petits points, il n'y a pas que ces deux trucs-là. Mais bon, c'est une complication inutile, on voit très bien ce qu'on fait. Enfin, on voit très bien ce qu'on fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on s'est dit que pour passer de FG à sa dérivée, ce que je fais, c'est que, et vous voyez bien que aussi, pour passer de FG à sa dérivée, ce qu'on fait, c'est que on multiplie le tableau, enfin, on multiplie pas vraiment le tableau, on prend U de ce tableau, donc on le fait slider vers le bas, plus V, donc on le shift vers la droite. Et ça nous donne FG'. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on faisait une dérivée. Et ça, comme on prend le truc, comme on prend l'endomorphisme du même élément, ben ça c'est tout simplement U plus V, 1, 0. Voilà. C'est la définition de la fonction U plus V. U plus V appliqué à ça nous fait bien ça. Et donc on va pas s'arrêter en si long chemin. Donc ça va faire FG'. Et si on réapplique U plus V, ici, et ben, en fait, pour redériver une fois, ce que j'ai fait, ce que je fais à chaque fois, c'est pour dériver une deuxième fois, et ben je réapplique U plus V. Donc c'est U plus V rond U plus V. Et ça, vous l'aurez reconnu, c'est U plus V, c'est U plus V au carré. U plus V fois U plus V, ça fait U plus V au carré, etc. Et donc, si je le fais, je le fais, je le fais n fois, par récurrence immédiate, U plus, là on aura U plus V, cette fois-ci, composé avec lui-même n fois. Et là on a presque fini, parce qu'on peut se dire, ok, ça je vais pouvoir utiliser le binôme de Newton, cette fois-ci, pour développer ceci, avec U et V des endomorphismes. Mais là, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit bien vérifier que U et V commutent. Et bien pourquoi U et V commutent? Parce que, et bien tout simplement, on peut s'en assurer tout simplement en calculant U fois V. Donc U fois V d'une matrice quelconque, ou d'un tableau quelconque plutôt. Ça fait, en fait, U fois V, qu'est-ce que ça fait? Et bien d'abord j'applique V. Donc d'abord je shift vers la droite. Donc, ça fait 1, 1, A, 2, 1. Mais là j'ai appliqué V, mais il y aura quand même U qui restera appliqué. Et bien U c'est tout simplement, je fais descendre ça. U ça veut dire que je fais descendre. Donc ça va me faire des zéros toujours ici, des zéros toujours, sauf que je les ai fait descendre les zéros là.
Et là, j'aurai le A11, A12, U rond V, UV. C'est l'application qui a un tableau associe le tableau shifté diagonalement. Et on voit que, en fait, on aurait très bien pu faire ça dans l'autre sens, en fait. VU de ce tableau-là, lui-même, et ben c'est la même chose. Sauf que je commence par faire par U, donc je commence par le faire descendre. Donc je commence par faire ça. Ensuite, là, il y a le 1, 1, 1, A, 2, 1, etc. Et ensuite, bon, il faut toujours appliquer V. Et une fois que j'ai appliqué V, hop, et ben je me retrouve avec la même matrice, le même tableau que celui que j'avais avant. Hop. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je me retrouve avec le même. Je me retrouve avec le même. En fait, peu importe si je fais U d'abord et V ensuite, ou si je fais V d'abord et U ensuite, ça me donne la même chose. Donc on a UV qui est égal à VU. Et encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les endomorphismes. Il faut le vérifier à chaque fois. Par exemple, une projection, c'est une application linéaire. Une rotation, c'est aussi une application linéaire. Et pourtant, ça ne commute pas. Bon, si vous voulez, je peux vous faire un exemple. Donc, par exemple, une projection dans le plan 2D, une projection, ça peut être qui à tout point projette le point sur cet axe. Donc, à ce point-là, ça associe ce point-là. À ce point-là, ça associe ce point-là. Ok, ça, c'est une application linéaire. On peut le prouver. Même, c'est pas très compliqué. C'est juste que vous enlevez une coordonnée. Et la rotation, c'est par exemple une rotation de coordonnées de 90 degrés. Ça, c'est à ce point-là, j'associe ce point-là. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu, j'inverse les coordonnées et j'en multiplie une par moins un. Donc c'est aussi une application linéaire. Et, et ce qu'on peut voir, c'est que si je commence, si j'ai un point ici, et que je commence par lui appliquer la projection, ça va me le mettre là, et ensuite je lui applique la rotation, et ben c'est la même chose, vu que je rotationne autour de l'origine, donc je fais rien. Donc la projection puis la rotation, ça m'amène là. Or, la rotation qui m'amène là, si je commence par la rotation, ça va m'amener là. Et ensuite la projection, comme je suis déjà sur l'axe, eh ben, ça va m'amener au même endroit. Donc on voit bien que dans l'exemple que je viens de donner, les deux endographismes ne commutent pas. Mais là, on a eu de la chance, ou on n'a pas eu de la chance, c'est moi qui les ai bien choisis pour, mais là, ces deux endomorphismes commutent. Donc je vais pouvoir dire que U plus V puissance n, c'est bien ce qu'on veut. Donc en gros, la représentation de FG, c'est U plus V puissance n fois ça, et ça on peut calculer. La représentation de FG dérivée n fois, c'est U plus V puissance n fois ceci, et avec des zéros ailleurs. Et U plus V puissance n, c'est tout simplement la somme, comme ça commute, comme U et V commutent, c'est la somme pour k allant de 0 à n de Kn, et on fait le binôme de Newton. Mais ça marche uniquement parce que ça commute. Voilà. Et ça, on peut l'appliquer à tous les tableaux. Donc je l'aurais écrit d'une manière en faisant rentrer en, en développant la somme des fonctions. Mais bon, ça doit pas poser de problème. Et comme ça commute, je peux d'abord appliquer U puissance k, et ensuite appliquer Vn puissance k. V puissance n moins k. Donc 1, 0, 0, hop. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? K va de 1 à n. Qu'est-ce que ça fait que ce truc? Eh ben, bon, je vais le faire ici, hein, parce que sinon ça va prendre de l'espace pour rien. Mais si j'applique k fois u, et ben u ça fait descendre. Donc si j'applique k fois, ça fait descendre k fois. Donc en gros, il y avait juste un 1, le 1 il est descendu k fois. Donc le 1 il se retrouve à la ligne k. Donc à la ligne k, en face de f dérivé k fois, j'ai un 1. Mais il faut encore appliquer le v puissance n-k. Et donc qu'est-ce que ça veut dire v puissance n-k? Ça veut dire que je vais à droite n-k fois. Ok. Et donc en fait c'est pas ici qu'il y a le 1. En fait, là, il y a des zéros, et le 1, il se retrouve ici. Aligné avec le FK, mais aligné aussi avec le Gn-K, pour bien voir la représentation. Et ça, c'est toujours la représentation de F, G, dérivé n fois. On fait la somme de ces choses-là. Donc si vous avez bien remarqué, en fait, chacune va être située sur la droite comme ça. Parce que cette droite, elle passe, en fait, les points de coordonnées K, N-K parcourent cette droite. Si k égale n, je me retrouve en k égale n, donc je me retrouve à la ligne n ici, et à la ligne 0 en g. Si k égale 0, je me retrouve à la ligne 0 ici, pour le k, et à la colonne n ici. Donc
Et pour tous les cas intermédiaires, je me retrouverai là, 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 là et là. En fait, je me retrouve toujours sur la diagonale, une diagonale de mon tableau. Donc là, en gros, c'est le kème terme de la diagonale. Donc là, je me retrouve au kème terme. Le zéroième terme, il est là, et le nème terme, il est là. Et en fait, ma somme, elle va sommer pour les termes comme ça. Et à chaque fois, je peux faire rentrer mon nk factoriel à l'intérieur. Je peux le multiplier tout le tableau par nk factoriel. Bon, il n'y a que des zéros dans le tableau, à part ici. Donc je mets mon kn factoriel ici. En gros, c'est la somme de tous ces tableaux, avec que des zéros ici, qui va jusqu'à n ici, et jusqu'à la colonne n, enfin, et jusqu'à la colonne n en haut. Et on somme. En gros, pour ce terme-là, ce sera celui-là, mais pour le terme d'avant, ou d'après, oui, non, pour le terme d'après, ce sera celui-là, qui sera égal à n, donc k plus 1 parmi n, ensuite il y aura lui. Et donc si je fais toute la somme, eh ben, j'aurai cette matrice-là. Donc qui commence à Fn et qui termine à Gn. Donc là, j'aurai un 1, c'est un cas particulier. Voilà, j'aurai un n-1 parmi n, mais ça fait 1 parmi n pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, j'aurai un n1, et etc. Là, j'aurai un 2 parmi n, etc. Et le reste, ce sera des zéros. J'écris pas les zéros comme d'habitude. Et donc, et ça, c'est Fg dérivé n fois. Et donc, si je dis à quoi correspond ce tableau, et ben, j'aurai l'égalité. J'aurai Fg dérivé n fois, et là, j'ai l'égalité. Mais donc là, j'ai ce 1 qui correspond à g dérivé n fois et à f dérivé 0 fois. Donc, je vais avoir f, g, n, et devant, j'ai un 1, et 1, c'est égal à 0 parmi n, c'est le nombre de manières qu'il y a de choisir 0 objet parmi n objets. Il y en a une, c'est de ne rien faire. Ensuite, plus, donc n-1, 1 parmi n qui est en face de gn-1, et en face de f', parce que c'est un cran moins en dessous, plus n1, f, donc dérivé d'une fois, g dérivé n moins d'une fois, ou je peux aussi dire que c'est 1 comme ça, plus, etc., jusqu'à f, donc là on est à n-1, et là on est à g', parce que là il y aura g, ici, et là il y a g', donc plus n-1 parmi n, g', f dérivé n moins une fois, et ensuite plus f dérivé n fois. Et ça, on peut le simplifier en disant que c'est tout simplement la somme pour k allant de 1, de 0 à n, des k parmi n, f. Bon là, on va avoir un petit inversement entre f et g, mais encore une fois, vous pouvez inverser aussi f et g ici, c'est parfaitement commutatif. Parce que là, la multiplication elle est vraiment commutative, il n'y a pas à le prouver. Enfin si, on pourrait le prouver d'ailleurs, et ce sera fait dans une prochaine vidéo. Euh, donc, euh, donc le f il est dérivé n-k fois, et le g est dérivé k fois. Et donc, on a bien notre formule. Alors encore une fois, vous pourrez vous dire, ouais, c'est pas très rigoureux, on a utilisé les trois petits points. En fait, j'ai fait ça pour vous expliquer, en fait. C'est juste une explication. Mais l'explication est parfaitement rigoureuse. Et là où une démonstration par récurrence, ça aurait été parfaitement rigoureux, et vous auriez rien compris à pourquoi eh ben, on a cette formule, là, je pense que vous avez bien compris pourquoi on a cette formule. Et en plus, ça vous a permis de savoir bien utiliser la formule de Newton dans tous les cas possibles, et pas seulement quand on a des réels ou des complexes. On peut aussi l'utiliser quand on a des endomorphismes.